Lundi 3 août 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Nous vous promettons encore comme d'habitude une très belle semaine sur le plan de notre production. Une très belle semaine en télévision. Nous sommes lundi et tous les lundis, nous abordons des problèmes ayant trait à la politique. C'est la raison pour laquelle nous revenons sur ce débat et qui ne cesse d'enfler au Cameroun. Ils sont nombreux qui exigent, entre guillemets, la présence du chef de l'État en République du Cameroun. La question est lancinante. Où est passé le chef de l'État? Malgré les assurances de l'autorité gouvernementale, malgré l'assurance du directeur, du ministre, directeur du cabinet civil, sans oublier le ministre de la Communication, ces Camerounais restent nombreux qui veulent en savoir plus. Et voilà pourquoi ce matin, on posera une question. Absence du président de la République au Cameroun, vrai ou faux débat? C'est le débat justement que nous inscrivons à l'ordre du jour ce jour, afin que nul, mais alors, afin que nul n'en ignore. Tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera servie. N'oubliez pas également que vous aurez toujours droit à votre dénonciation du jour. Votre fidélité continuera à nous honorer de toutes les façons. C'est cette fidélité qui nous booste. Et si vous ne trouvez pas d'inconvénient, appelez-moi Perfecto, je modère. Eric Achinko, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Surtout, bonjour à votre panel suffisamment riche. Une fois de plus, Parfait ici. Vraiment, tu as relevé le défi, celui de me ramener du village. Moi, je suis un villageois, je suis un paysan. Vous êtes un fils de la forêt. Né au village, grandi au village et arrivé en ville par accident. Donc, ce matin-ci justement, et d'ailleurs toutes les fois que tu m'as ramené en ville, j'ai constaté un phénomène, celui des motomanes cagoulés. C'est-à-dire, des motomanes aujourd'hui sont de plus en plus cagoulés, que ce soit en journée ou dans la nuit. Ils portent des cagoules et puis des chapeaux qui ne laissent pas transparaître leur visage. Leur visage. Et c'est un phénomène qui pourrait faire accroître le grand banditisme. Et pourquoi? Oui, parce que on ne parvient pas justement à les identifier. Un motomane qui vous porte et que vous n'arriviez pas à vraiment à l'identifier, à voir son visage. Son visage, je pense que cela pose problème. C'est juste une invite à observer ce phénomène de plus en plus croissant et peut-être la classe administrative qui nous gouverne va essayer de prendre des dispositions pour interdire, parce que c'est des cagoules que les gars du BIR et autres portent. Donc c'est un phénomène qui n'est pas du tout beau à voir, encore que c'est un secteur qui connaît beaucoup de problèmes, c'est-à-dire par moment les motomanes même ne sont pas identifiés, c'est-à-dire on retrouve des nationaux et des expatriés qui sont là par moment, ils sont sans carte nationale, sans permis de conduire et autres. C'est pour ça justement que on semble constater le grand banditisme dans ce secteur. Merci, merci Eric Achinko. Vous êtes enseignant d'université, analyste sociopolitique. On comptera sur vous tout à l'heure pour le grand débat inscrit à l'ordre du jour. Parfait Onguene, bonjour. Bonjour. Le sac des modérateurs, c'est ça ou que préférez-vous? Le Samuel est office de la modération, le pôle de la modération. Bref, de toutes les façons. Mais il y a d'autres que je refuse. Il y a d'autres que je refuse. Je ne savais pas qu'il y avait déjà des restrictions. On m'a donné une appellation, je pense, il y a un peu plus de 2 semaines. Là, j'ai dit non. Ah, d'accord. Oui, vous commencez à dire non? Oui, je suis certain. Je suis certain. Si tu me dis le pôle Biya de la modération, j'accepte. Voilà. Le pôle Biya de la modération. Si tu me dis le Femme Ndongo de la modération, j'accepte. Voilà, le sémiologue. Si tu me dis le Dieudonné-Vent de la modération, j'accepte. Bah, mais il y a également des noms bizarres. Je n'aimerais pas m'associer le Alain à ce genre de nom. Le Alain de la modération, il fait partie desquels... On verra. De toutes les façons, Parfait, je suis flatté et très ému d'être à nouveau invité sur ce plateau.
à l'effet de partager les thèmes qui seront portés à l'ordre, qui sont portés à l'ordre du jour. Tout à fait. Mais également, c'est un jour particulier parce que je voudrais saluer ici la présence de tous les camarades de mon parti, le RDPC, qui sont déployés, mobilisés sur le terrain pour aller à nouveau à la conquête de l'électorat, à la conquête de l'opinion. C'était attendu, c'était demandé, c'est fait désormais. Il faut donc saluer ceux qui ont fait cela, notamment le président Paul Biya, notre président national, qui se porte d'ailleurs très bien, le vice-premier ministre Jean Kouété, le ministre Jules Doré-Ndongo. Mais on ne peut pas oublier aujourd'hui un acteur particulier de la région du Sud aujourd'hui, celui qui préside aux destinées de la région du Sud, qu'on appelle Éric Gervais-Ndo, qui fait partie des maillons essentiels, les maillons stratégiques et les maillons indispensables de l'organisation sociopolitique, économique et de la région du Sud. Il faut le saluer également saluer toutes les populations de l'arrondissement de Mvungue. Très bien. Mais j'ai un jeune qui m'a interpellé à l'université de Bolova. Oui. Il s'appelle Monsieur Evina. Il a souhaité que je vous parle de lui. Que je parle de lui. Il voudrait vous rencontrer. Monsieur Evina. Étudiant à l'université de Bolova. À l'université de Bolova, à l'école doctorale. L'école doctorale. Il est d'ailleurs professeur de lycée et collège. Je crois qu'il s'est réinscrit à l'école doctorale. Il me l'a fait savoir et je lui ai dit, je vais le faire à Mondovision. Et parfois, ici sera sensible. Comme il accepte d'être le fameux nom de la modération, peut-être que, chemin faisant, il va accepter d'être le professeur, le recteur de l'université de Bolova, je crois, s'appelle le professeur... Et toi peut-être... Nous lui passons notre bonjour ce matin. Le bonjour ce matin au professeur Etoa. Au recteur de l'université de Bolova. Peut-être que Parfait est désormais le professeur Etoa de la modération. Merci. Donc pour l'étudiant ou bien pour le doctorant, Evina, il n'y a pas de problème. Je vais vous passer mon numéro. Enfin, vous l'avez me dit. Vous pouvez lui donner mon numéro. Il peut m'appeler. Ah d'accord, voilà. Maintenant, je rappelle pour la culture générale de nos téléspectateurs que vous êtes justement un membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous ne vous en cachez pas par ailleurs. Conseiller régional du côté du Sud, pour ne prendre que ces casquettes. Bernard, on a bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci une fois de plus pour cette autre invitation dans le cadre de cette émission d'Espace Miné politique du lundi. Alors, j'ai deux préoccupations Parfait ici. La première, c'est d'apporter la vérité, la lumière sur des informations mensongères, sur des allégations mensongères distillées par un influenceur basé en France qui s'appelle Béris Bertol. Alors depuis hier... J'avoue vraiment que j'ai un problème avec ces... J'avoue. Ils vont encore dire ce qu'ils veulent. Non, je vous dis, il y a des noms que je n'aime pas comprendre. Moi-même, je n'aime pas. Je vous le dis. Je n'aime pas prononcer. Je le lis encore mon vision. Et il y a des noms. Je n'aimerais pas qu'on les prononce. Alors, ce monsieur, depuis le week-end, a inondé la toile avec une fausse information faisant allusion à un braquage au domicile du super maire de Yaoundé, qui a été ligoté, qui a été enchaîné. Donc, des gens sont partis là-bas avec des armes. Et puis, c'est du mensonge pur et simple, Parfait ici. Le super maire de Yaoundé habite à Ifoulen. Il est gardé par l'armée, par la police et par une société de gardiennage qui porte le jaune. Donc vous voyez que des bandits, des vulgaires bandits peuvent atterrir chez le super maire comme ça et le braquer. Non, c'était une fausse information. Vous voyez donc vous venez parler des gens comme ça. Nous faisons une fausse publicité. Oui, ici, c'est toujours bien si au moins c'était vrai, vous voyez. Bon, eux, ils sont champions du fait et ça ne leur dit rien. Ces gens un peu dérangent. Ce qui est différent de nous autres. Oui. Ici, nous donnons des informations. La bonne information. Nous ne sommes pas là dans des allégations du village, et ici de suite. À propos donc de la bonne information, Parfait ici, effectivement, une des résidences de monsieur le super maire a été braquée. Elle est située en Kolonkoumou.
après un col du son. L'ancienne route Douala-Yaoundé. Il y a une de ces résidents là-bas. C'est les gardiens qui ont été ligotés parce que les malfrats ont trouvé 4 gardiens. Ils les ont arrêtés, ils les ont ligotés parce que le super-maire a ces résidents là-bas parce qu'il fait des champs là-bas. C'est un agriculteur aussi en temps perdu. Et donc, du coup, je vais là apporter cette précision pour que les internautes ne s'abreuvent pas de ces mauvaises et mensongères informations que disent les Boris Beltor et les autres. Maintenant, parfois ici... Nous retenons donc avec vous, hein, oui, que le maire... Le super-maire de Yaoundé, on n'a jamais été ligoté, non. Voilà. Mais on n'a jamais emporté 100 millions du tout, de sa maison. Du tout. Mais c'est l'une de ces résidences qui a reçu la visite des malfrats. Les malfrats en question. Et ce sont ces gardiens qui ont été ligotés. Tout à fait. Ça, c'est la bonne information. Maintenant, parfois, ici, sur le plateau d'info d'espace miné, c'est toujours bien parce que nous faisons du bon travail. Lundi passé, nous avons épilogué longtemps sur le recensement général de l'habitat. Et après l'émission, j'avais fait une proposition pendant le débat, pendant les analyses, au Premier ministre qu'il fallait proroger cette opération-là, et Dieu merci, le Premier ministre nous a suivis et a prorogé cette opération jusqu'au 15 septembre, donc 45 jours de plus. Je voudrais préciser que j'ai bénéficié de 2 coups de fil à la primature pour vous dire que quand on vient sur ce plateau, on est sérieux, on est des responsables et on fait des analyses pertinentes, constructives, qui tendent à apporter un peu d'éléments d'appréciation à ceux qui nous gouvernent, parce que parfois ici, je disais de lundi passé que le recensement général de l'habitat, de la population, de l'agriculture, de l'élevage, de ce quatrième recensement est à l'image du Cameroun qui n'est pas du tout en marche. Le Cameroun est un peu à genoux et ça, on ne peut pas le dire autrement. Il faut le reconnaître que le Cameroun est en difficulté et ça se voit avec ce recensement qui est un flop, un échec, un gros échec. Et donc du coup, le Premier ministre a compris bel et bien, il a bien compris que il fallait donner encore un peu de temps à cette équipe. Et j'avais même dit la semaine passée que ce recensement est à l'image de la dame qui préside le destiné du BICREP, dont Madame Bargas, c'est-à-dire quelque chose d'assez amorti déjà. Ce n'est pas pour avoir une mauvaise image d'elle, non, mais quand même il faut le reconnaître comme ça. Et tant mieux donc comme le Premier ministre a prorogé cette opération du 4e recensement général de l'habitat, de la population, de l'agriculture, de l'élevage, je pense que nous allons nous aussi être recensés parce que je dois encore le dire comme je l'ai dit lundi passé, jusqu'à présent parfois ici, je ne suis pas encore recensé moi-même. Moi non plus. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un est recensé déjà ici? Pas encore. Donc, on fait un sondage sur ce plateau. Hein. Oui. Personne n'a encore été recensé. Nous sommes 6. Et personne n'a encore été recensé. Mais je crois que j'avais reçu ce personnel dans ma résidence, mais ça, ils m'ont expliqué que c'était pour l'agriculture. Et que le vrai recensement devait passer plus tard. Ça veut dire que tu n'as pas encore été recensé. Oui, pour le comptage physique. Voilà. Ça, c'est dangereux. Bernard n'a pas encore été recensé. Eric Achille n'a pas encore été recensé. Alain Doug n'a pas encore été recensé. Parfongue n'a pas encore été recensé. Parfaïs n'a pas encore été recensé. Renaud et Boto n'a pas encore été recensé. Est-ce que la maquilleuse a été recensée? Elle me dit que non. Est-ce que notre caméraman là a été recensé? Il me dit non. Nous sommes combien là? Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ben Valls, mon réalisateur, dit qu'il n'a pas encore été recensé. Ça fait 9. Le diffuseur me dit qu'il n'a pas encore été recensé. Ça fait 10. Voilà un sondage que nous faisons en direct. Il faut le dire. Voilà un sondage que nous faisons en direct. Sur 10 personnes dans ce studio au niveau de la régie, personne n'a encore été recensé. Et nous avons fait la proposition, donc Bernard. Oui, nous avons fait la proposition au Premier ministre de proroger et tant mieux, il nous a compris et il l'a fait. Donc nous irons jusqu'au 15 septembre prochain, 45 jours en plus, pour que les uns et les autres puissent bénéficier de ce recensement. Mais moi, je voudrais terminer en disant parfois ici, je vous assure, le BICREP, c'est quelque chose de sérieux. Mais maintenant, on a besoin qu'on responsabilise des personnes. Est-ce que c'est ça le sérieux? Non, c'est le BICREP qui est sérieux, mais les personnes qui gèrent le BICREP ne sont pas suffisamment indiquées pour faire ce travail-là.
Cette alchimie-là me dépasse. Oui. Merci Bernard Owona. Accueillons également rapidement Alain Douka, notre compagnon de tous les matins. Alain, nous bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je salue comme ça nos millions, dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, notre raison d'être. Et je tiens déjà à leur présenter mes excuses parce que je suis sûr que tout au long de cette émission, on aura une intonation d'Alain Douka quelque peu nasillante. C'est pas de ma faute, c'est que là je suis en train de gérer une rhinite là très sévère. J'ai même pas bien dormi de la nuit, mais ça va aller. Je salue. Disons que tu as le rhume. Oui. Parce que tu as des mots. Tu as le rhume. Compliqué. De toutes les façons, je vais vous donner une thérapie. Hein. Tout à l'heure. Vous pouvez prendre le quinqueleba. Oui. Vous mélangez avec le niangsang. Vous mettez aussi du miel. Mettez un peu quelques gouttes de dontol. Et vous buvez. Ça va vous aider. Parce qu'en fait, c'était une grippe là qui venait en force et que j'ai dû stopper. Ça va chasser tout ça. Voilà. Donc, je salue comme ça, parfait. Mes co-discutants déjà installés, tous, pour l'homme qui devrait être sur ce plateau ce jour. Je salue la grande équipe que vous ne voyez pas de nos technico-artistiques, à l'œuvre, à pied d'œuvre aussi, à rendre tout ça possible pour que vous nous receviez partout à travers le monde. Je salue la grande rédaction de notre média et son top management. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait, merci pour l'invitation de ce matin. Comment tu vas? Il fait un peu frais ce matin, donc dans la ville de Yaoundé, donc on peut avoir un peu de rhume comme Alain Douka. Oui, lorsqu'on est fragile. Hein. Oui, vraiment. Bah, surtout qu'il y a encore la grippe là et tout. Bon. Alors, Renaud Eboto, donc écrivain, analyste sociopolitique également. Le plateau affiche au complet 10h, 11h52. Qui dit mieux? Viviane Ambrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à tout votre panel et bon début de semaine et surtout bon début de mois, hein, le mois d'août. Il y a quelqu'un qui est en train de joter ta photo. Hein. Je pense que Bernard va encore reculer. Il n'aime pas les joteurs. Pour ceux qui sont au Bangladesh, dis-leur, joteur c'est quoi? Joteur c'est les tricheurs un peu. Je sais pas pourquoi vous sortir à côté de moi. Voilà. On va reprendre. Hein. Viviane Ambrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti et comme je disais, bon début de mois à tout votre panel, à vous exceptionnellement, qu'il soit rose comme votre boubou. Oui, c'est un rose bonbon, hein, voilà. Synonyme de l'amour ardent. Ah, amour ardent. Oui. Et vous vivez, vous souhaitez de l'amour ardent, vous êtes en plein dans cet amour. Moi, je vis l'amour au quotidien. Ah, d'accord. Je ne suis que dans l'amour. Ok. Ça ne se dégage pas quand je fais mes choses. Ça c'est ça. Ah non, il faut être amour. Il faut être amour. Il faut être joyeux. Et c'est spirituel, Viviane. L'amour est spirituel. Hautement spirituel. L'amour ardent, surtout. Voilà. Et surtout quand vous distillez également la bonne humeur. Vous avez des bonnes pensées pour les autres. Moi, je voudrais que Viviane monte encore plus. Que Viviane devienne plus qu'une célébrité dans le monde des médias. Amen. Je voudrais que Info TV soit à la dimension, par exemple, de France 24, par exemple. 5. Voilà. Vous voyez un peu. Oui, je voudrais amen. que mon PDG puisse encore monter. Amen. Je voudrais que mes cousins puissent avoir des promotions. Amen. Quand j'aimais ces bonnes ondes,
Moi-même aussi, j'en reçois. Bien évidemment. Moi, j'en reçois également. La main qui donne reçoit. Mais maintenant, quand tu es là, caché dans ta chambrette, tu vois la belle voiture de viande, tu dis, que faire pour que le camion cogne la voiture d'Andrea? Voilà tes incantations. En faisant cela, hein, tu attires également les ondes négatives. Ouais, je dis que ce que j'explique là, c'est pas de la rigolade. Expérimentez cela et vous verrez. Voilà pourquoi les gens vont se poser la question, mais pourquoi il est toujours souriant perfecto? Parce que je ne pense pas du mal des autres. Tout simplement, tout simplement. Et parlant de recensement, nous on a été recensés chez nous, sauf que j'étais pas là. Donc, ça veut donc dire que je n'ai pas été recensé. Bon, ma fille qui était là s'est débrouillée. Donc ta fille c'est 2 personnes. Voilà. Ça veut dire finalement que j'ai pas été recensé. Voilà. Puisqu'ils viennent quand on est au travail. L'affaire de recensement là. C'est compliqué. C'est compliqué. Je préfère que nous allions du côté de la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun. Viviane, que disent les journaux? Justement, les journaux ce matin ne manqueront pas de parler de recensement, mais également de religion, de politique. Et pour ouvrir, nous débutons avec l'économie, comme nous le propose le journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mbengue, qui ce matin, justement, revient sur la prorogation du délai accordé aux contribuables non professionnels pour leurs obligations déclaratives. Titre IRPP et TPF, un mois de plus accordé aux contribuables non professionnels. Dans un communiqué publié le 30 juillet, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a donc annoncé le prolongement jusqu'au 31 août 2026 du délai de souscription de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur la propriété foncière. Une mesure qui offre un mois supplémentaire aux personnes concernées, alors que l'échéance initiale était fixée le 31 juillet. Avec Info Matin, nous plongeons dans la prière, voilà, dans la religion, prière, dialogue et paix. Place donc à cette belle actualité religieuse. Le journal met en lumière la visite au Cameroun de sa grâce Sarah Moulali, archevêque de Canterbury et leader de l'église anglicane, arrivée donc le 31 juillet dernier à l'aéroport international de Yaoundé, ainsi Malène. Elle a été accueillie par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Au cours de son séjour, elle s'est également rendue à Douala, à Bouya et à Limbé, une visite placée sous le signe de la prière, du dialogue et de la paix, qui s'achèvera donc mardi le 4 août 2026. Nous en venons donc à cette actualité qui s'intéresse au recensement général de la population et de l'habitat. Cette actualité qui continue donc voilà d'occuper les colonnes des journaux. Cameroun Tribune, que gère Marie-Claire Nana, annonce une rallonge de 45 jours pour cette opération. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Gouté, a signé vendredi dernier un arrêté fixant une période complémentaire allant du 1er août au 15 septembre 2026. Cette prolongation doit permettre aux agents recenseurs de renforcer la couverture des ménages et des exploitations agricoles afin d'améliorer la collecte des données. Toujours sur le recensement, avec le journal Le Messager qui nous propose une analyse plutôt critique à travers son titre « L'échec d'un système ». Le journal estime que les reports successifs et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du 4e recensement général de la population et de l'habitat révèlent des insuffisances dans l'organisation de cette opération. Pour le journal, une initiative censée produire une vérité statistique sur le pays, mais plutôt en lumière des difficultés structurelles. La politique s'invite ensuite avec la nouvelle expression. Le journal rapporte les propos de Michel Ange Angwen, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique au ministère de la Justice et ancien ministre, dans un contexte marqué par des interrogations autour du RDPC. Il invite ceux qui ont accès au président de la République à lui transmettre des informations vraies, pertinentes et authentiques. Une démarche qu'il présente comme un devoir de fidélité, de loyauté et surtout de responsabilité républicaine. Et nous poursuivons cette revue de la presse avec Mutation. Place aux questions de santé et de société, justement avec ce journal qui titre Accord perdu. Voilà, le journal enquête sur la pratique du body filler, une technique de correction corporelle qui suscite des inquiétudes lorsqu'elle est réalisée par des personnes non qualifiées. L'article revient notamment sur la reconversion de croqueuses de diamants dans l'univers de la chirurgie esthétique, tandis qu'un médecin tire la sonnette d'alarme sur les risques
risques liés à ces pratiques-là. Le jour, transformer nos villes à l'ère de l'intelligence artificielle. Le jour met donc place comme ça, ou place l'innovation au centre. Le journal s'intéresse à la transformation des villes grâce aux opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Une belle réflexion portée par le docteur Amadou Sardaouna autour de la nécessité d'adapter des espaces urbains aux nouveaux défis technologiques. Avec la nouvelle, nous nous intéressons à une autre actualité, la nouvelle sur le terrain économique comme ça, met en avant DIA Corporation. Le journal souligne une nouvelle étape dans le développement de cette entreprise avec une ambition de passer à une dimension industrielle, une évolution qui traduit la volonté de renforcer les capacités de production et surtout de croissance. La vitrine en matière de gouvernance publique pose une question. Le journal s'interroge sur le rôle et l'efficacité du comité de suivi des projets structurants. À travers son analyse, il questionne donc la visibilité et l'impact réel de cette structure dans l'accompagnement des grands projets du pays. Direction le front sécuritaire avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel, justement, le journal rapporte la mort d'un gendarme lors d'une opération menée contre Boko Haram. Nous sommes à Maïgou Bari, un événement qui rappelle la persistance des défis sécuritaires dans les régions septentrionales du pays et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Retour à l'économie avec le quotidien de l'économie. Le journal analyse l'ouverture de la salle des marchés de la BEAC à Bank of China. Une décision qui intervient alors que la Chine renforce sa place de partenaire commercial majeur des pays de la CEMAC avec des conséquences possibles sur les paiements internationaux et les échanges financiers. Le quotidien de Jules Brice Ngaba, quant à lui, revient sur la compétitivité des corridors transfrontaliers en zone CEMAC. Le journal rend compte du forum sous-régional organisé à Douala autour de la facilitation des échanges. Les participants ont dressé un diagnostic des obstacles qui freinent encore la fluidité du transport et proposent des pistes pour renforcer la performance logistique régionale. Et Média Action nous permet de conclure cette revue de la presse et nous conduit dans la commune de Kekem. Le journal revient sur la cérémonie de rétrocession du foyer communautaire du groupement Fonkwa Kem. Cette infrastructure composée d'une salle de cérémonie de 300 places, de bureaux, d'un magasin, de toilettes et d'une estrade a été accueillie avec satisfaction par les populations. Une réalisation saluée par le maire Dieudonné Kemen qui a également relevé l'accompagnement du Mindével. C'est ainsi que s'achève cette revue de la presse de ce lundi 3 août 2026. Merci de votre aimable attention et à nous revoir demain, s'il plaît à Dieu. Merci, parfait ici. Merci Viviane pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On se dit simplement à demain 10h. À demain 10h, parfait ici. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup et que le Seigneur te protège. Amen. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, avant, je veux dire, la dénonciation proprement dit, peut-être une petite interpellation à l'endroit des pouvoirs publics. Vous rappelez encore cette histoire de Sa Majesté Noussipokam, le chef de Baloum, qui a été écroué après une exécution sommaire comme ça, lui et ses sujets de le monsieur qui a brisé deux garçons. Deux jeunes hommes du côté de Baloum à l'ouest. Hein? On se rappelle encore, vous rappelez Steve Tout à fait. et Borel. Tout à fait.
Bon, au quartier, j'ai essayé de voir ce qui se passe. Les gens disent, mais on en est où là? Est-ce qu'on l'a exfiltré? C'est quoi? Est-ce qu'on fait telle affaire comme ça, puis rien ne va lui arriver? Tu vois, parfait. C'est vrai que la question est pertinente. Justement, est-ce que le gars, on a déjà fait, comme on connaît nos habituels micmac, et puis on l'a déjà sorti du pays? C'est pas bien. Les pouvoirs publics, après nous avoir dit qu'on l'a écroué, on doit savoir où on en est avec le procès. Et chaque phase même de l'évolution de la procédure judiciaire. Parce que ce n'est pas bon. Parce que là, au quartier, les populations commencent à avoir un tout autre regard sur les pouvoirs publics. Il faut communiquer clairement. Ça, c'était le petit coup de gueule de ce matin. Non, attends-nous d'abord. Non, il est important. Il est important. Vous savez qu'il y a des effets d'annonce. Il est bon pour calmer la population, pour calmer le peuple. On dit là que bon, tel a tué le petit Matisse. On dit il est condamné à mort. Voilà. Le peuple se calme. Le peuple se calme. Et à un moment donné, comme on n'en parle plus, le gars, lui, peut être expulsé, lui va au Canada. Alors de là, le peuple, lui, est calme. On dit non, vraiment, la justice camerounaise travaille très bien. Et tout. Voilà le cas du monsieur qui a brisé 2 individus à l'ouest. Première chose même, lorsque quelqu'un vole 2 beignets au marché d'une Fundi, on le présente à la télé avec une plaque ici. On est parfait ici, alias voilà des bébés, des beignets. On le place là, la CIA vient filmer, Info TV filme, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le monsieur qui a brisé 2 hommes, 2 individus, vifs, sur une cour, pourquoi on ne le présente pas à la télé? Entre-temps, on a appris qu'il avait été interpellé. Où en est-on? Pourquoi on ne communique pas? Le procureur qui s'est saisi, entre guillemets, de cette affaire, pourquoi il ne vient pas nous voir? Nous sommes à tel niveau de la procédure. C'est une affaire grave quand même. Donc ce matin, nous exigeons d'avoir des informations sur ces cas-là. L'affaire d'Odja. L'affaire d'Odja, on avait violé un bébé, où en est-on? C'est vrai. Je voulais dire que le chef avait fait une doléance au gouverneur de l'Ouest de lui permettre de passer la nuit avec une de ses épouses. Tu es sérieux là? Oui, j'avais déjà dit ça ici. Pour vous dire à quel niveau ce monsieur n'est pas n'importe qui. C'est un chef traditionnel. Il en a. Non, il a besoin de passer la nuit avec. Il a 3 ou 4. Il fait froid. Il a 3 ou 4 épouses. Il a demandé au gouverneur qu'on lui permette de passer la nuit de temps en temps avec ses épouses. Chacune passe, ils font un programme chacun. Et les hommes qui ont été brûlés là, ils passent nuit avec qui? Ils sont déjà enterrés. Donc ils se reposent en paix. De toutes les façons, oui, Alain. C'est grave qu'entre-temps, après ce fait majeur, tristement célèbre, on a eu encore des exactions de chefs sur le théâtre national. C'est pas bien. C'est pas bon? Oui. Avec mort d'homme, bastonnade, jusqu'à ce qu'on s'en suive. Ils appellent ça quoi là? Il y a un langage juridique là pour parler de voie de fait, voilà. C'est ça le terme et tout ça. C'est grave. Nous attendons d'avoir des informations sur ces cas-là. Alain, donc la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, on revient aux petites histoires domestiques. Vous allez voir que nos familles connaissent des soucis de ce genre. Plusieurs vont s'identifier dans cette histoire. Alors, c'est un monsieur qui a plutôt vécu heureux avec son épouse. Ils ont eu 7 enfants. L'aîné à 27 ans, la seconde à 25 ans. Donc, vous voyez un peu, ils ont vécu heureux, il n'y avait pas de soucis. Sauf que, après le décès de celle-ci, bon, chose tout à fait normale, il fallait que le père voilà, il a jugé qu'il fallait qu'il se remette en couple. Et il est donc allé en seconde noces. Mais la nouvelle arrivante, parfait. Parce que l'épouse défunte et son mari avaient quand même mobilisé un important patrimoine. La nouvelle qui vient d'arriver, elle procède à une grande braderie du patrimoine existant. Et la voiture de la défunte, elle vend, et terrain de scie, elle vend. Ça inquiète les enfants. C'est eux qui portent justement la dénonciation ce matin. Mais ils interpellent leur père pour dire que mais, la nouvelle maman là, c'est comment là? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Comment elle utilise les biens là, comme ça, elle vend tout. Quoi? Est-ce que c'est normal? Tu sais ce que le père répond parfait? Non. Que non, mais bien c'est mes biens, il faut chercher pour vous. Hein? Faut chercher pour vous.
faut vous calmer là, il faut respecter votre nouvelle maman. Je tiens à ce que vous permettiez qu'elle soit effectivement votre maman. Donc cherchez, réfléchissez à comment vous allez trouver vous bien. Cet aspect-là, il faut lisser ça. Donc la mère va disposer de ça comme elle veut. Donc ils sont très inquiets et ils déposent donc cela à la table de la dénonciation ce matin pour que, tant nous sur le plateau que nos téléspectateurs à travers le monde, nous les aidions à trouver la bonne approche, la bonne démarche pour gérer cette situation quelque peu délicate. Eric Achille, encore ces enfants qui sont inquiets de l'attitude de leur nouvelle maman qui semble avoir un goût excessif pour la vente. Est-ce qu'ils sont dans leur bon droit ou alors ils doivent simplement regarder? Alors, le problème posé sur la table est un problème que nous rencontrons dans notre société en réalité. Il faut le voir sous au moins deux angles. Le premier angle est celui de l'état civil. Leur père était marié, régime polygamique ou régime monogamique, comme on dit communément dans notre environnement. Bien commun ou bien séparé. Parce qu'il y a des aspects juridiques justement à explorer. Alors, je suppose que c'était certainement bien commun. Mais si c'est bien commun, c'est bien en réalité, de manière sociale, elles appartiennent à la fois à la mère et au père, et donc aux enfants. Ça veut dire que la mère étant décédée, les enfants étant âgés, premièrement, il faut questionner la capacité de l'homme, de leur père à gérer, parce que en réalité, il ne devrait pas ignorer la présence de ces enfants qui sont suffisamment grands. Il faut bien qu'ils s'asseyent avec eux et qu'ils discutent. Et les enfants, quand ils voient la situation, c'est normal qu'ils s'en inquiètent et qu'ils se disent que, ben, en réalité, leur mère a travaillé. C'est pas tant parce qu'ils veulent c'est bien, mais tout simplement parce que cette dame qui vient là, la seconde mère, est une mère essentiellement matérialiste, parce que d'ailleurs toutes les femmes sont matérialistes. Les femmes sont là. Quand vous avez, enfin, la femme ne vit que ne se nourrit que de matériel et de biens. D'ailleurs, c'est ça même son existence. Donc, lorsque elle arrive, le problème maintenant, c'est qu'elle est brate. Elle ne prend pas en compte la présence des enfants. C'est une mauvaise femme. C'est-à-dire, à la fois, l'homme n'a pas le charisme qu'il faut pour gérer leur père, en fait, il n'a pas la personnalité qu'il faut pour gérer la situation. Maintenant, cette femme, qui est une très mauvaise femme, elle ne peut pas arriver dans une maison où il y a eu un premier mariage et se met à se comporter de la sorte, parce que les femmes dans leur nature, je l'ai dit, hein, elles sont matérialistes, mais il y en a qui sont carrément inhumaines. Elle vient là, vous allez être lynché par les femmes. Non, je suis en train et surtout par une grande sœur là. Elle n'aime pas qu'on traite des femmes de la sorte. Non, en réalité, ça c'est la nature de la femme. C'est sa nature. Et nous vivons avec elle comme ça, parce que Dieu a bien voulu qu'elle soit une partie de nous. Donc les enfants doivent, dans un premier temps, discuter avec leur père. S'ils ne comprennent pas, s'ils ont une grand-mère, de grands-parents, qu'ils essayent de voir ça au niveau de la famille et de s'entourer de gens capables de les aider à gérer cette situation. Malheureusement, vraiment, que les femmes apprennent à comprendre que lorsque vous venez en seconde noce, il ne faut pas combattre les enfants. Il faut bien vous dire qu'il y a une femme qui a existé, surtout lorsqu'elle est décédée. Vous ne devez pas effacer sa mémoire. Et c'est très méchant d'essayer d'effacer la mémoire d'une femme qui est partie, qui a laissé des enfants à son mari. Je dois quand même dire que ça fait mal. Hein. Je me mets un peu à la place de ces enfants. Alain nous a donné quelques détails là. La défunte avait une voiture. Oui. La deuxième femme qui était arrivée a d'abord même vendu la voiture là. Tu vois comment une nouvelle maman vient vendre la voiture de votre mère qui est partie. Ça fait quand même mal. Sans oublier qu'elle vendait également
d'autres biens. Maintenant, un détail qui va être important, oui. parfait. Parce que quand ils ont fait ce mouvement d'humeur, le père a fait un testament. C'est son épouse qui l'a mis là. Elle n'a pas mis ses enfants. Non, c'est elle. Non, on peut attaquer ça. Maintenant, je passe la parole à Parfait Guéli. Est-ce qu'à un moment donné, ces enfants ne sont pas en danger? Parce que je me méfie souvent de certains hommes amoureux. Hein. Un homme amoureux est un tout petit peu comme certaines personnes des églises de réveil. Ils ne comprennent rien. Que faut-il faire? Quelqu'un ajouterait également comme un militant, comme les militants certains militants de certains partis. Quel parti politique? J'en sais rien. On vous en parler. Les militants de RDPC. Je compléterai juste alors, les militants de RDPC. Alors, je pense qu'il y a la problématique des familles recomposées. Est une problématique qui a été parfois encadrée par le droit, mais également par la société en général. On y retrouve souvent des débordements, on y retrouve des dérives. Parfois, on y retrouve de l'harmonie. Moi, je suis un chef de famille, d'une famille recomposée, tant de par mes parents, des origines, et par moi-même, parce que j'ai perdu ma première épouse, avec qui on a eu des enfants, et il fallait me remarier. Alors, je dis, c'est pas tout à fait linéaire de faire une analyse et puis de sortir des conclusions qui pourraient s'imposer à tous les cas. Je pense qu'il faut faire des appréciations au cas par cas. Tout dépend de l'éducation de la femme qui arrive, tout dépend de sa capacité à s'élever spirituellement, tout dépend de ses liens avec son Dieu. Quelle est l'église qu'elle fréquente, quels sont ses pasteurs et quel est l'environnement qu'elle fréquente. C'est par là qu'on reconnaît effectivement l'identité, l'ipséité sociale d'une dame, d'une femme. Et c'est à partir de là qu'on peut réussir à faire une appréciation rigoureuse d'une situation comme celle-là. Mais vous devez savoir que le législateur avait déjà lui-même créé quelques incompréhensions. Lorsque vous vous mariez, on vous met la bague dans la main, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, dès que lors vous mourrez, la séparation est actée. Vous n'existez plus dans ce foyer. Maintenant, Et ça veut dire que tout ce que vous avez laissé, on doit brader ça n'importe comment. Pas qu'on doit brader. Jusqu'à ce que vos enfants ne voient rien. Je voudrais que vous compreniez d'abord que le jusqu'à ce que la mort vous sépare suppose que vous êtes un couple et puis vous êtes partis et vous êtes déjà dissociés de l'environnement dans lequel vous viviez. Dans cet environnement, il y a effectivement les biens matériels, les biens meubles, immeubles. Et parlons justement de ces biens matériels que vous avez donc laissés. Parfait. Parlons justement de ces biens matériels que vous avez laissés, et c'est le cas de la dénonciation de ce matin. Je présume qu'ils sont dans une affaire de biens communs. Ça suppose donc que les biens appartiennent à la fois au mari et à la femme. Ouais. Bien évidemment, il y a quand même quelques aspects à souligner à compter de la date de mariage. Parce que nous faisons souvent dans l'amalgame. Hein. Une femme est venue épouser un monsieur qui avait ses 5 immeubles avant le mariage. Et elle pense comme c'est bien commun. Quand on va divorcer là, parce que sachant que comme il a beaucoup de gens à divorcer, on va se partager les immeubles là. Non, mais c'est fou, on doit dans l'œil. Oui, mais à condition qu'il y a une omission. Souvent, quand on signe l'acte de mariage, c'est de lister ce qu'on avait avant le mariage. C'est-à-dire qu'il y a un acte qu'on doit souvent faire après, pendant le mariage. Chez le notaire. C'est-à-dire de faire l'inventaire de ce que chacun des Nous prenons dans le cas des biens qui ont été réalisés à partir du mariage de ce monsieur et de cette dame. La dame est certes morte. Est-ce que ça signifie que les enfants n'ont droit à rien? Les enfants sont les enfants du monsieur. Ça veut dire que tout ce qui a été produit comme richesse, tout ce qui a été créé comme matériel dans la vie de ce couple appartient également aux enfants. Et maintenant, la dame, la nouvelle maman qui est arrivée. Que la maman soit vivante ou pas, encore que les enfants héritent difficilement de la maman dans un couple. Les enfants, la nouvelle maman qui est donc arrivée, parfait, dans un régime patriarcal. Qui est en train de presque tout brader. Les enfants ont-ils le droit de s'opposer? Les enfants peuvent s'interroger. Mais pas s'opposer. Mais pas s'opposer parce que les enfants peuvent s'interroger, les enfants peuvent trouver en ça une certaine curiosité, mais les biens appartenant au mari... C'est limite à la curiosité.
les biens appartenant au mari. Vous interrogez, mais les biens ne sont qu'en train d'aller en fumée. Mais écoutez, les biens, le couple, il y avait un couple qui s'est séparé le jour de la mort. C'est ce que dit la loi. Donc le seul maître de ces biens désormais, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui décide de renouveler, de se remarier ou alors de contracter à nouveau un lien de mariage. Et c'est à lui de décider, c'est lui qui est le chef de famille. Et tant qu'il est vivant, personne d'autre ne peut parler à sa place, même pas ses propres enfants. Pas de vous ne pouvez pas hériter de quelqu'un qui est vivant. Vous héritez de quelqu'un qui est mort. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un testament. Et quand il n'y a pas de testament, on procède généralement au conseil de famille et ainsi de suite pour encadrer tout ça. Que ce soit... Donc, pour le moment, je dis les enfants peuvent manifester leur intérêt de comprendre pourquoi ce qui se passe là. Les enfants peuvent manifester des inquiétudes vis-à-vis de leur père, susciter de leur père peut-être un réveil, un éveil de conscience. Un peu de pitié. Bon, pas forcément la pitié. Bon, maintenant, le père, lui, il a une éducation qu'il a voulu inculquer à ses enfants. Et c'est presque la même éducation que j'inculque à mes enfants. C'est-à-dire? C'est de leur dire... Cherchez vos biens. Ce que je peux vous donner de mon vivant, c'est de vous mettre à l'école et de vous permettre d'être des hommes et des femmes indépendants. Votre papa vous a envoyé à l'école, non, Parfait? Mais je t'assure, Parfait, j'ai acheté le terrain dans mon propre village. Hein. Mon père m'a envoyé à l'école. D'accord. Je n'ai jamais demandé à mon père... Vous n'avez rien bénéficié de votre papa, il est encore en vie. À part que vous envoyez à l'école. Oui, il est encore en vie. Et puis... et s'il meurt, vous n'en bénéficierez de rien. S'il ne me laisse rien, je ne vais rien revendiquer. Mais pour son cas, il va certainement vous laisser quelque chose. J'en sais rien. Vous ne savez pas les intentions des gens quand ils sont... Vous savez. Ton papa écoute et regarde la télé. Oui, regarde, il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. J'ai dit, Parfait, vous savez, il vaut mieux s'organiser à titre personnel, et je crois que c'est une bonne éducation que ce monsieur a donné à ses enfants. C'est que ces enfants doivent s'armer de courage, s'armer d'efforts personnels pour pouvoir régler les épreuves et les défis de la vie afin de mieux se positionner socialement. C'est comblé sur les biens de leurs parents et ainsi de suite, c'est une faiblesse généralement qui empêche souvent les enfants de s'autonomiser. Bernard Owonam, vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de ces dénonciations de ce matin? Oui, moi je ne vais pas verser dans le juridisme du professeur et du conseiller régional. Je vais prendre le côté de la tradition, je vais prendre le côté de la famille, parce qu'au-delà de tout ce juridisme, il y a des choses qui m'embarrassent. Je me pose les questions si ce monsieur n'est pas envoûté, si ce monsieur n'est vraiment pas envoûté, parce qu'un homme normal, en possession de tous ses sens, lucide, ne saurait infliger un tel traumatisme à ses propres enfants. Il demande que ses propres enfants puissent acquérir leurs propres biens. Ce n'est pas, c'est méchant déjà. Tu as vécu avec une femme qui est décédée et vous avez eu des enfants. Je pense que la meilleure façon même de se souvenir de ta femme, de penser toujours à ta femme, c'est de bien encadrer tes enfants qui sont restés orphelins de mère. Personne n'empêche à ce monsieur d'avoir une autre vie. Hein, monsieur le conseiller a dit tout à l'heure qu'il a perdu son épouse, il a refait sa vie. Personne ne peut empêcher à ce monsieur de refaire sa vie en trouvant une autre épouse pour une nouvelle aventure. Mais quand la femme là arrive là, c'est vous qui êtes le patron de cette maison, de cette famille. C'est vous qui devez protéger ces enfants qui sont désormais orphelins. Et donc vous devez dire à cette femme qui arrive que, madame, moi j'ai voulu refaire ma vie parce que je ne peux pas rester comme ça. Mais vous avez l'obligation de savoir que j'ai des enfants, que ma première épouse a laissé des enfants et que ces enfants-là, je les porte à cœur. Je tiens à eux. Donc il n'est pas question de venir semer quelque chose là entre eux et moi. Effectivement, c'est ce que cette femme est venue faire. Elle est entrée au milieu entre, parlant de famille composée, elle a semé quelque chose entre l'homme et ses enfants. Parce qu'elle est essentiellement matérialiste. Et dans ce matérialisme-là, elle a amené son mari à mettre ses enfants loin de ses biens. C'est-à-dire que le monsieur préfère que la femme vende la voiture, que la femme brade ci et ça, mais quand les enfants veulent s'interroger sur leur avenir, les biens de leurs parents,
de leur père. Le père leur dit que chacun doit se débrouiller, chacun doit aller chercher sa part des biens. Je trouve ça très méchant pour ce monsieur et je pense que la dame même, je ne sais même pas comment la qualifier, et cette dame-là, elle n'est pas du tout normale. Je suis convaincu qu'elle finira par faire partir même elle va précipiter cet homme-là dans le temps. Pour rester avec tous ses biens parce que une autre précision de taille qui nous a été donnée là, c'est que le monsieur, elle a déjà amené le monsieur à faire un testament. Vous comprenez ça? On aura écarté les enfants. Oui, on a écarté les enfants. Donc, elle a mené, dans sa manipulation là, elle a même dans le mari allé faire un testament qui déshérite totalement ses propres enfants. C'est un document inattaquable. Comment on peut avoir des intentions comme ça? Même l'intention. Comment on peut avoir des intentions comme ça? Je pense que ce que le DP dit là est très important. Moi, je connais une famille non loin d'Odja. C'est-à-dire, le monsieur, ils sont autochtones, hein, originaires enfin, après Odja, quelque part là-bas. Le monsieur a eu une famille et puis sa première épouse est décédée. Dans sa recomposition familiale, il a pris une autre femme. Et vraiment, la femme a décidé de brader tout le terrain, ce qui a été fait. Avec des enfants, le monsieur avait des enfants. Quand il s'en est rendu compte, il était tard. Les seules parcelles qui restaient, vraiment, le monsieur a fui. Ça fait 3 ans qu'il est parti. On ne sait pas où il est. Et ça a permis justement, pendant cette période d'absence, de comprendre que cette femme-là était mauvaise. Elle y est toujours, d'ailleurs. Mais malheureusement, elle est en conflit avec les enfants. Le père a fui. Vous voyez, c'est assez délicat et dangereux. Je voulais donner un conseil aux enfants, oui, pour terminer. Parce que ce sont les enfants qui se plaignent. Il est question que nous trouvions une solution pour ces enfants. Moi, je demande à ces enfants de se rapprocher des tribunaux, d'un avocat. S'ils n'ont pas les moyens d'un avocat, ils peuvent venir vers nous autres, on peut leur apporter un coup de main. Parce que s'ils ont un avocat, l'avocat va commencer des procédures. Bernard, bon, je ne sais pas pour décourager les enfants, mais je vous ai dit tout à l'heure que je connais ce style de monsieur. Ils sont à un moment donné, ils deviennent très dangereux. Je suis d'accord, il est même dangereux. Il va me commencer d'abord à aller chasser de la maison, en leur disant que je ne vous reconnais même plus comme papa. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'a pas, quand il fait ça, c'est quelqu'un, il ne fait pas ça parce qu'il veut. Il est sous l'emprise d'une force, d'une femme qui peut également prendre le regard chez les prêtres. Pourquoi pas ça, monsieur peut être exorcisé? Il peut être exorcisé si les enfants ont même moyen de faire certaines choses à distance avec des prêtres exorcistes vraiment de qualité, parce que ce monsieur est dangereux désormais pour ses propres enfants. Et une dame, je ne sais pas d'où elle vient, elle aussi elle s'est mêlée à ça et puis elle a envoûté déjà, elle a pris l'homme en otage et maintenant elle a le testament qui lui donne tous les biens de ce monsieur. Et la dame peut donc déjà se débarrasser du monsieur. Oui, c'est pour ça que le monsieur ne sera pas lui mettre en danger. Oui, il est en danger parce que cette dame-là il peut l'effacer, il peut le lyncher à tout moment et puis rester donc libre elle sera libre de gérer donc tous ses biens. Renaud et Boto, la situation est quand même critique. Les enfants sont en détresse. Ce sont encore des jeunes, l'aîné n'a que 27 ans. Et ils voient comme cela tout le patrimoine aller en fumée du fait d'une maman d'un autre style. Que faut-il faire? C'est une situation très délicate. Mais de mon observation, la seconde noce, c'est souvent la noce de trop. Donc, dans plusieurs cas. C'est-à-dire que la noce de Pafongen était une noce de trop. Non, c'est-à-dire que avant d'aller vers la seconde noce, avant d'aller vers la seconde noce, il y a une préparation minutieuse qui doit être faite sur le choix même de l'épouse, sur l'épouse doit être observée pour identifier est-ce qu'il y a une entente avec les enfants. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la continuité ou bien elle s'inscrit dans la rupture? Parce que vous voyez, c'est aussi naturel chez une femme, lorsqu'elle arrive dans un nouveau mariage où un monsieur a construit sa vie avec ses enfants, elle veut marquer son territoire, elle veut avoir sa place. C'est naturel que la première chose qu'elle va faire, c'est enlever les affaires de l'ancienne épouse pour marquer son terrain.
Donc ça c'est tout à fait naturel hein, chez tout être humain. Donc on peut pas accuser la dame à ce niveau. Mais là où la dame pêche un peu, c'est qu'elle veut apprivoiser le monsieur qui est émotionnellement vulnérable. Vous voyez qu'il vient de perdre son épouse, il rencontre certainement une jeune femme. Habituellement, ils sont plus jeunes. Beaucoup plus jeunes souvent. Donc vous imaginez bien. Donc elles ont des atouts un peu plus parlants. Des atouts sexuels, oui certainement, qui sont, vous voyez quand quelqu'un décide d'ignorer carrément ses enfants, ses propres enfants, vous comprenez que la dame a des atouts incroyables. C'est une professionnelle. Non, certainement. Donc maintenant, parfait, vous imaginez, vous travaillez toute votre vie. Et vers la fin de votre vie, vos enfants viennent vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de vos biens. Parce que c'est ce que on est en train de vouloir demander au monsieur. C'est-à-dire que le monsieur a travaillé et le conseiller régional le disait, on n'hérite pas de quelqu'un étant vivant. Je suis vivant, vous voulez venir parler de mon héritage, mais ça veut dire qu'on parle de l'héritage lorsque quelqu'un est mort. Évoquez même l'héritage. On ne parle pas de son héritage. Les enfants sont en train de s'inquiéter. Ils parlent de l'héritage de leur mère décédée. Voilà, on nous dit qu'on a même vendu même la voiture de la maman. Ils ont raison de s'inquiéter. Et le conseil des gens était clair, vous a dit que ce n'est que ça qui peut faire s'inquiéter. Ah bon? Mais ils peuvent faire quoi d'autre? Ils doivent s'inquiéter. C'est naturel qu'ils s'inquiètent. Mais leur père est vivant. C'est-à-dire, ce sont ses biens. Il a travaillé avec son épouse. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain lui dire comment faire pour... Je veux pas dire ça comme un quartier manger son argent. L'épouse est décédée. Oui, ça veut dire donc que les enfants en question aussi, on doit quelque chose que leur maman a laissé. Parce que leur maman a fait ces biens-là avec le mari. Tout à fait. Oui, mais vous savez, le monsieur également, il a droit de vivre sa vie. Les enfants, 27 ans, ils vont se marier eux également. Il a le droit de vivre sa vie. Est-ce que les enfants leur disent au papa de ne pas vivre sa vie? Les enfants s'inquiètent que la nouvelle maman qui est en train de tout bazarder. Parfait. Moi, je connais un monsieur qui se faisait, après le départ de sa femme, les enfants, il se faisait bastonner par ses propres enfants. C'est pas le cas. Non, attends. Je te relate ce cas-là. Il se faisait bastonner, enchaîner par ses propres enfants qui voulaient l'empêcher de dépenser ses propres biens que lui, il avait travaillé. C'est pas sérieux. Vous voyez? À un moment donné même, il y a des gens... Je suis très sérieux. Ceux qui vivent à Douala connaissent l'affaire. Donc je dis, à un moment donné, il faut même protéger, même souvent certains papas de leurs enfants, parce qu'ils lorsqu'ils ont fini de travailler, à la sueur de leur front. Le papa a travaillé. Il s'est marié. Son épouse est décédée. Il a pris une nouvelle femme. Il doit jouir de son mariage. Mais pourquoi vous voulez l'empêcher de jouir de son mariage? Si vous n'arrivez pas, allez vous entendre avec sa nouvelle épouse. C'est ce que les enfants doivent faire, aller s'entendre avec la nouvelle épouse. Le monsieur est libre de faire ce qu'il veut de ses biens. Et d'ailleurs, s'il a travaillé cette richesse-là avec son épouse, ça n'empêche que dans le bien comme dans les biens, enfin dans la communauté des biens, il en est le principal pourvoyeur. C'est lui qui décide d'en faire ce qu'il veut. Moi, je suppose qu'il y a une mésentente entre l'épouse actuelle et les enfants. Le meilleur moyen pour ces enfants-là de toucher le cœur de leur père, c'est d'aller s'entendre avec la nouvelle épouse. Parce que c'est elle qui détient le réel pouvoir à l'heure actuelle. C'est-à-dire c'est elle qui... Le pouvoir du lit. Le pouvoir même sur la décision du monsieur, vous avez vu que... la décision du monsieur vient du lit. Vous avez vu que le monsieur avant n'avait pas fait de testament. Et à l'arrivée de la dame, il a fait un testament où il a mis le nom de la dame. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller s'entendre avec la dame. Il faut tout faire pour trouver un terrain d'entente et lui faire comprendre que vraiment, maman, notre nouvelle maman, n'essaye pas d'effacer l'ancienne parce qu'elle restera toujours notre mère. Nous-mêmes, on peut te considérer tel que tu es, mais il faut également que tu penses que nous avons un père et Je pense qu'il y a une autre lecture qu'on peut également faire pour compléter ce que Renaud dit, c'est que la dame, quand elle arrive, elle veut justement marquer son terrain. Ces enfants-là tombent pour parler du comportement de cette dame, soupçonner le comportement, parce que ça reste dans les soupçons. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont parlé de leur propre comportement vis-à-vis de la dame? Parce que dans un conflit d'intérêts, le père peut se retrouver dans une situation où la femme lui dit, si jamais tu meurs aujourd'hui,
ces enfants qui, de ton Ils vivant, vont me chasser. Ils vont me chasser. Voilà. Il faut que je sois en sécurité. Et pour être en sécurité, le père peut justement, la dame peut lui dire non, il y a des moyens juridiques qu'on peut effectivement mettre en jeu, notamment le testament. Et on fait le testament pour léguer. C'est une partie, peut-être une partie des biens à la dame pour dire au cas où demain je manquerai, tu pourras c'est vorace, ne va pas te étrangler. Et l'autre aspect, c'est que dans la vente des biens de la maison, peut-être c'est dans la chambre que le papa et la femme savent qu'il y a des problèmes d'intendance et de trésorerie à la maison. Et que le papa a justement demandé à la dame, qui est certainement une femme éveillée, de trouver des acquéreurs qui sont venus prendre tel ou tel autre bien pour pouvoir soutenir la trésorerie de la maison. Parce que seuls les parents peuvent savoir effectivement à la maison à quel moment c'est vraiment tendu. Donc il ne faut pas tout de suite apprécier cette situation-là sur le prisme d'une femme qui serait mauvaise. Méchante. Non, d'abord, Alain Douk, il n'est pas là pour le décor, même s'il a du rhume. Alain Douk, certains sur ce plateau pensent également que parfois, les enfants qui sont restés dans cette situation, à 80%, n'aiment plus accueillir une autre maman. Et ils commencent aussi parfois à montrer des signes d'adversité à l'endroit de la nouvelle maman. Et parfois, dans la nouvelle maman dit, ok, comme ça en est ainsi, je me braque et je vais parler comme on dit, je vais vous gérer. Oui, parfait. Que faut-il faire? Ce cas-là existe. Mais force doit toujours rester aux dispositions du droit. Parce que la mère a acquis un certain patrimoine avec son époux. Elle décède. Le droit prévoit qu'en réalité, le père dispose des biens, du patrimoine en question, mais il y a une part qui est inattaquable. Pour les enfants. Si je dis, c'est le droit. Donc on ne veut pas savoir ce que nous on pense, machin truc, on ne veut pas savoir ça. Donc il ne peut pas, il dispose de cela, mais jusqu'à un certain point. Tu ne peux pas mettre l'avenir des enfants en danger parce que tu veux jouir avec ta femme des biens de ton enfant. Il y a la contribution de la mère, il y a la contribution de la défunte mère dans cette histoire. Et quel est le regard, si on peut se permettre ce genre de conjecture, quel est le regard qu'elle pourrait poser si on la ramenait des morts pour revenir dans le monde des vivants à nouveau et voir que ses enfants sont lésés, etc. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, on ne va pas gérer les choses avec les émotions, parce que les enfants font aussi ça, toi aussi tu commences à des mesures de rétention, au point où tu te fais désigner comme héritière exclusive dans le testament du monsieur. Ça aussi c'est attaquable, parce que tu ne peux pas. Elle-même a déjà constitué quoi avec le monsieur en question qu'elle est là. Non, il faut arrêter ça. Moi, je vois là ce que nous appelons ici une panthère. C'est mercenaire, elle a ambition. Un peu de respect pour la tante féminine. Si le monsieur la blague, ça doit être le genre de petite fille là, des jouisseuses là, brunes comme ça, là, jaune, avec les longues. Le papa se sent bien actuellement grâce à la panthère dont tu parles. Elle torture le père, oublie, et père, quelques neurones, il commence à dérouler. Il commence à signer le testament dans la chambre. On ne peut pas arriver à ça, le père ne maîtrise pas. Très bien. Lisons rapidement quelques messages. Bonjour, parfait. Très belle émission. Au sujet de la dénonciation de ce matin, il faut souligner que dans un mariage de communauté des biens, lorsque l'un des époux décède, l'époux vivant a droit à la première moitié des biens du couple. La deuxième moitié est la propriété des héritiers du conjoint décédé. Bon début de semaine à vous. Un autre message ce matin, bonjour Espace Milné et à tout son panel. Concernant la dénonciation, l'écrivain Jean-René Boto est impérativement hors sujet. On dirait qu'il soutient les motivations de la femme. C'est Jean-Pierre depuis Éleveur. Merci. Un autre message. Que dit ce monsieur ou bien cette dame? Quand un conjoint décède, le mariage est dissous et les biens générés de cette union sont partagés en deux. Les enfants vont hériter des biens de leur mère et celle qui vend ces biens est dans l'illégalité car c'est un enrichissement sans cause. Voilà. Et plus important, il est interdit à un père de déshériter ses enfants, qu'il saisisse rapidement un avocat. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur ce matin? Alors,
Plus de messages, hein? Bonjour, monsieur Parfait, ici. Comme d'habitude, le monsieur du RDPC l'a dit... Bon, je vais chercher un synonyme. Hein. Il dit des choses qui ne sont pas bien. Les biens communs sont réduits aux arquets dans un mariage, dont cette dame n'a pas le droit de toucher aux biens antérieurs. La mère étant partie, les enfants héritent de la part de leur maman. Un autre message ce lundi matin. Bonjour Perfecto. Et bonjour à tout ton panel. Concernant la dénonciation, il faut s'intégrer. Les enfants ont quel âge? S'il y a des enfants mineurs, ils sont dans un droit de saisir les affaires sociales. Le monsieur en noir qui veut justifier là, j'espère que tes enfants regardent cette émission. Il y a deux messieurs en noir. Non, on sait de qui il parle. Parfait. Mon père m'a également dit que ces affaires ne sont pas mes affaires. D'ailleurs, il me démontre cela depuis des années, ce qui m'a poussé à toujours chercher de moi-même. Mais je veux souligner que nous n'accouchons pas les enfants pour les faire souffrir. C'est pourquoi nous avons des voleurs et bandits dehors. Nous ne naissons pas tous avec un esprit combatif. C'est Marga Émile Géordi depuis Eboaloa. Prenons 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Il y a le commissaire principal Maillot qui dit ceci. Bonjour à tout le panel. Cette histoire rocambolesque n'est pas simple. Ce couple en commun manque d'éducation dans la loi de l'amour, c'est-à-dire leur existence n'a pas de sens, car ils sont essentiellement égoïstes. Cette femme a l'esprit tordu, a tissé des liens avec les entités intérieures du bas astral. Elle dégage des mauvaises ondes. Oh là là. Donc, commissaire, vous êtes dur, hein? Un autre message me dit ceci. Oh là, c'est long, hein? Bonjour à toi, la perfection, le Dieu Donévent de la communication, le prince du 10-12. Ouais, là j'accepte. Pour la dénonciation, il y a un monsieur qui traite les femmes de matérialistes. Une question parfaite. Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, dont la vérité, c'est l'homme qui est très matérialiste. Dieu a seulement enlevé une seule côte. Donc, Dieu a seulement enlevé la côte matérialiste. Et qui ne vous dit pas que c'est l'homme même qui demande à la femme de vendre? Que dit la famille? Et si c'était le contraire? Parfait, tu as dit, je cite, lorsqu'un homme est amoureux, c'est très dangereux. Donc toi et les autres hommes sur le plateau, vous ne serez plus amoureux. Le vieux a découvert de nouvelles sensations. Parce que vous regardez Info TV, rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. En ouverture, on vous le faisait savoir, c'est pratiquement le débat de l'heure au Cameroun depuis pratiquement un mois. Il y a une bonne partie de la population qui veut connaître avec exactitude où se trouve le chef de l'État du Cameroun et ce qu'il fait de ce côté-là. Nous le disions également, certaines autorités au niveau le plus supérieur de la nation, ces autorités-là ont donc pris la parole en l'instar du ministre, directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Samuel Vondo
Yolo qui ont donné toutes les assurances. Le président de la République se porte bien et il travaille et il retrouvera le Cameroun au moment opportun. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, n'est pas allé loin de cette forme communicationnelle en disant que le président se portait bien et qu'il retrouvera le Cameroun très bientôt. Ces assurances apparemment ne rassurent malheureusement pas une bonne partie de l'opinion qui insiste à savoir où est passé le chef de l'État du Cameroun. Il pense qu'on doit nous dire la vérité. Je commence par Eric Achilko. Eric Achille, où est le président de la République? Alors, votre question ou votre questionnement m'intéresse. Absence du chef de l'État au Cameroun, vrai ou faux débat? Je dirais tout simplement que c'est à la fois un vrai débat et un faux débat. Un vrai débat parce qu'à l'heure actuelle, le chef de l'État n'est pas au Cameroun. Et il y a passé un moment considérable pour les uns et moins considérable pour les autres. C'est relativement long, relativement court, ça dépend de là où on se situe. Maintenant, c'est un vrai débat parce que, et en même temps, il y a une opposition qui se pose des questions sur là où se trouve le chef de l'État. Et d'ailleurs, ce serait normal, c'est normal que tous les Camerounais s'interrogent là-dessus. Et donc, c'est un vrai débat tout simplement parce que il y a des mécanismes constitutionnels qui ont été mis sur pied. Et donc, le chef de l'État, vous l'avez dit, il y a les autorités, les ministres et autres qui se sont clairement positionnés là-dessus. L'absence du chef de l'État, son déplacement, il a même d'ailleurs droit au repos parce que vous avez certainement omis de dire que le ministre Grégoire Ouna, je crois avoir vu cela, a dit le chef de l'État en tant que travailleur a également besoin, n'est-ce pas, de congé et de se reposer. Donc, en fait, c'est un débat qui est courant et c'est normal qu'on se pose toutes ces questions. Mais maintenant, il y a des mécanismes juridiques et constitutionnels qui ont été mis en place et qui pourraient définir la notion d'absence de vacances, parce qu'il faut déjà dire que c'est deux notions qui sont différentes. D'ailleurs que maintenant, je dis, pour moi, c'est un faux débat, parce que j'ai dit c'est à la fois un vrai débat et un faux débat. Mais finalement, vous déterminez à quel niveau? Oui, ben peut-être que je vais oui, il a même temps vrai, il a même temps faux. Je dis, c'est un vrai débat, c'est un vrai débat, tout simplement, oui, c'est un vrai débat parce que le chef de l'État actuellement n'est pas là et c'est normal que les Camerounais se posent des questions sur l'endroit où se situe, où est le... Et il est maintenant faux à quel niveau? Maintenant, il est faux du point de vue bantou, je suis un bantou. Et je sais que le chef de l'État a une portion de pouvoir. Il n'a pas tout le pouvoir. Nous sommes dans un contexte, dans un pays, un État semi-présidentiel. Ça veut dire que dans les faits, il est vraiment semi-présidentiel? Non. On est du Quelqu'un dira même qu'il est hyper présidentiel. Non, il est semi-présidentiel parce que tout au moins on a un premier ministre, on a d'autres institutions, le Sénat et autres qui font également bien leur travail. Vous voulez parler des caisses de résonance? Non, même s'il y aura toujours des caisses de résonance, moi je ne voudrais pas rentrer dans le jeu des résonances. Je voudrais tout simplement rentrer dans le jeu institutionnel et le style institutionnel qui a été mis en place. Alors, donc, le chef de l'État n'est certes pas là, et je l'ai dit, il a une portion de pouvoir, parce que le Premier ministre est là, les autres institutions sont là, il coordonne, il fait ce qu'il y a à faire, et dans cette coordination, il pourrait se retrouver en Suisse, n'importe où, et peaufiner et continuer à gérer. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on a vu certains chefs d'État de fait, parce que la politique également, c'est la pratique. On a vu, par exemple, en Algérie, Abdulaziz Bouteflika, qui était
à un moment donné resté en retrait et qui a gouverné. Maintenant, ça c'est un sujet qui est important, mais en même temps, je le trouve personnellement, là je me positionne, il est périphérique parce que en tant que Bantou, le chef, il est chef. Est-ce que la présidence d'un pays a quelque chose à voir avec ton bantouisme? Non, en réalité... Hein, les Bantous cherchent quoi, la présidence? Non, je vais vous dire une chose. Oui. Notre problème, c'est d'avoir perdu nos repères. C'est-à-dire, dans nos comportements, dans nos habitudes, il y a des choses qu'on retrouve. L'aîné à sa place, l'enfant à sa place. Est-ce que la présidence est une chefferie traditionnelle? Je n'ai pas dit que même la Constitution définit clairement, c'est loin d'être une chefferie. Mais je vous dis tout simplement que le regard que nous portons, et encore que du point de vue constitutionnel, en réalité, on n'est pas encore arrivé au niveau où on va constater quoi que ce soit. Encore que pour le faire, cela va nécessiter des étapes et voir même la capacité de qui peut le constater. Donc, de mon point de vue, il y a des questions qui sont essentielles. Est-ce que la route poste centrale et Foulane a été très bien goudronnée? Est-ce que les Camerounais vivent bien? Est-ce que sa présence ou son absence nous permettent en réalité de pouvoir vivre décemment? C'est en quelque sorte le questionnement qu'on pourrait se poser et non fondamentalement sur est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Parfait, on gagne des individus comme vous, hein, ces triples les chignons en longueur de journée depuis un peu plus d'un mois au sujet du court séjour privé du chef de l'État. C'est ce qui avait été annoncé. Beaucoup sont également tombés dans les dissertations en appelant des experts pour savoir, lorsqu'on dit court séjour privé, c'est de quel jour à quel jour, c'est combien de jours. Est-ce que c'est entre 1 et 3 jours, on dira court séjour? Est-ce que court séjour peut aller à 60 jours ou bien à 90 jours? On ne sait pas exactement, mais ce que nous savons avec exactitude, c'est la question que nous nous posons ce matin. C'est un vrai ou bien un faux débat, l'absence du chef de l'État. C'est une imagination débordante. Je pense que les Camerounais excellent déjà dans la flagornerie. Je constate que les gens n'ont rien à faire. Ah bon? À titre individuel. Pour se poser ce genre de questions. Nous sommes dans un état de droit et tout est encadré par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays. La première question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes dans la légalité, dans la licéité ou pas? Si nous ne sommes plus dans la légalité, à partir de ce moment, on devrait s'interroger parce que le droit est le principal instrument de régulation de notre société politique. Tout à fait. Est-ce que d'un point de vue du droit, il y a une entorse, il y a une contorsion? Est-ce que d'un point de vue du droit, il y a une anomalie, il y a un écart? Je dirais, sans rentrer de manière détaillée, je dirais non, dans l'absolu. Le président de la République est bel et bien présent au Cameroun. Ah, comment ça? Vous l'avez vu où? Et permettez-moi de développer. Le président de la République est bel et bien présent au Cameroun. Présent au Cameroun. Mais il faut faire une différence entre le président de la République, chef de l'État, et M. Paul Biya. Quelle gymnastique! Le président de la République, chef de l'État, est bel et bien au Cameroun. Il est au Cameroun à travers les sous-préfets, les préfets qui représentent valablement le chef de l'État, le président de la République, les gouverneurs de région. Dans le cadre de la décentralisation, les conseils de région et les municipalités qui font un travail régalien chaque jour. Le gouvernement est en place, les membres du gouvernement travaillent sans répit, sans repos. Au niveau de notre Parlement,
la session parlementaire vient de s'achever, là, il y a quelque temps. Il y a eu cela signifie donc que le président il y a eu une faire plus d'un an. Écoutez, parfait. Il y a eu une dynamique parlementaire assez importante. Nous voyons, quand vous réveillez le matin, vous voyez très bien que nous sommes nous sommes en sécurité. Alors, ça veut dire que, d'un point de vue fonctionnel, du rôle du président de la République, dont la mission principale est de veiller à la continuité de l'État et de veiller à la sécurité des personnes et des biens et de veiller à la bonne marche des affaires de l'État. Nous savons très bien que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas eu de rupture de l'État. Nous savons très bien que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas eu pénurie fonctionnelle du gouvernement. Il y a une action gouvernementale que nous observons sur le terrain et toutes les autres institutions appelées à travailler dans la perspective de l'organisation d'une société politique plus émergée que celle que nous avons. Donc, faux débat. Alors, celui qui chère le président de la République, et moi également, j'ai suivi des textes. Comme pour dire, j'ai parlé de la fonctionnalité de l'État. Le président de la République a signé d'importants textes récemment et tous les jours il continue d'en signer. Mais les textes disaient que le repositionner. C'est pour ça que je vous ai dit que le président de la République est au Cameroun. Il a le don d'ubiquité. Il est au Cameroun. Il signe dans ces documents, il signe ces importants textes, ce qui témoigne de ce qu'il continue d'exercer son pouvoir politique par la voie des décrets et des arrêtés. Alors, quand vous dites que la question se pose au niveau de savoir si c'est un vrai ou un faux débat, à partir de ma réponse, vous comprenez effectivement qu'il s'agit là d'un fantasme. Les gens sont en manque d'inspiration, en panne d'idées politiques, et essaient de s'accrocher sur des énormités, des choses qui en réalité ne relèvent. Je pense que pour ce qui est par exemple de l'opposition, le vrai débat c'est celui de la préparation des prochaines échéances électorales. Voilà le vrai débat. C'est vrai. Où sont-ils sur le terrain? On ne les voit pas. Mais le RDPC est sur le terrain. Il travaille à travers un engagement de proximité et une reconquête des territoires, de l'opinion, ratissage. Et lorsque nous allons encore avoir des résultats très bons, on dira il y a eu des insuffisances ici. Parce que nous, on travaille. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi que nous vivons encore là aujourd'hui. Comme à l'élection présidentielle, les gens vont s'exiler à gauche, à droite, faire des commentaires tendancieux dans des pays obscurs et tout ça, dans le noir et dans des petites boîtes. C'est ce qui risque encore d'arriver. Pendant que vous cherchez le président de la République, de par la Constitution, a eu ce qu'on appelle une omniprésence, une omniscience, une omniprésence, une omniscience de fait sur le territoire. Il est partout à la fois. Parce qu'il a des représentants qui le représentent valablement partout dans tous les secteurs d'activité. Merci. Maintenant, d'un point de vue, pour citer pour ce qui est de M. Paul Biya. M. Paul Biya peut être physiquement, je parle de l'homme physique, du président de la République, homme physique. Mais avant, on parle de l'homme spirituel. Non, je parlais du président de la République, institution. D'accord. Maintenant, le président de la République, homme physique, est parti en court séjour privé. Il est toujours court? Oui, mais nous, je vous ai dit que la loi n'a pas encadré la durée ou défini les périodes pour dire voilà ce qui est court, voilà ce qui est long, voilà ce qui est moyen. Le président au niveau quand même de ton intelligence. Mais de quelle intelligence parlez-vous? Dit court. Non. C'est pas différent de long? Oui, c'est différent de long. Tout dépend maintenant du contenu de court et du contenu de long. À quel niveau, l'absence du président peut être jugée de courte ou bien de longue? À quel niveau? Je ne sais pas, parce que la Constitution n'a rien prévu. Le droit n'a pas défini spécifiquement ce que cela veut dire. Cela signifie qu'il peut calmement faire 1 an. Non, le président peut s'absenter
du pays, tant que la vacance n'est pas constatée, et les conditions de constatation de la vacance sont claires, et puis on a même énuméré les cas de vacances qui peuvent susciter la vacance. C'est le décès, c'est le décès, c'est l'empêchement définitif. Mais tout ça n'est pas encore mobilisé à ce stade. Merci, Parfait Ongene. Pour dire donc, il n'y a pas lieu de faire de la doxa du Cameroun une affaire qui concerne uniquement le président Biya. Le président Biya est là. Merci. Eh bien, parfois on dit que le président de la République est là. Hein. Et ce que vous êtes en train de faire depuis un certain temps, Bernard Ouana, ce sont des fantasmes. Donc le pays est dirigé, les décrets sont signés, il n'y a pas de problème. Et donc en réalité, c'est un faux débat. Parfois, ici vous avez donné trop de temps à M. Ongene. Je pense que j'aurai également le même temps parce que j'étais très ennuyé de le suivre dans ces... Je dois relever pour la culture générale des téléspectateurs, oui. Vous êtes tous du RDPC. J'en viens parce que je voulais donc commencer en disant aux téléspectateurs que c'est ça qui nous dérange au sein du RDPC. Quoi? Les gens viennent avec une arrogance, une condescendance pour vous dire des choses. Ils qualifient les autres qui s'interrogent sur l'absence du président de gens qui n'ont rien à faire. Hein, c'est un fantasme. Hein, non, c'est pas possible ça, mon très cher Ongene. Non, il faut pas dire des choses comme ça. Les gens nous regardent et ils savent que nous sommes sérieux. Même quand vous êtes du RDPC, vous ne pouvez pas interdire à un Camerounais de s'interroger sur la présence du Cameroun ou l'absence du président de la République au Cameroun. Donc c'est un Camerounais. Bon, je fais simple parce que même monsieur encore nous a dérangé aussi parce que c'est ça les intellectuels. Ils parlent seulement, ils ne répondent pas à la question. La question, est-ce que c'est un faux débat? Oui, c'est pas un faux débat. Ce débat, il s'impose parce que lorsque les gens vont à l'élection le 12 octobre pour choisir leurs dirigeants, c'est-à-dire que les gens sont allés voter le 12 octobre, ils choisissent M. Biya comme président de la République. Donc, à partir de cet instant, ces gens confient leur destin à un homme. C'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Le président Biya est élu à 53% de suffrages exprimés. La suite, vous la connaissez. Le président Biya prête serment le 6 novembre devant le Parlement. Et puis après, il fait des annonces qui touchent le peuple souverain qu'il a élu, qu'il a choisi. Il dit qu'il va changer le gouvernement dans les prochains jours. Il reprend la parole le 10 février. Il dit que... Il réitère cela. Il annonce même les DG, les PCA et autres. Il dit qu'il va faire la part belle aux femmes et aux jeunes. Et puis, depuis le 6 novembre jusqu'à date, on ne voit pas le président. Le président n'agit pas. Et on nous dit que le président est parti à l'étranger pour un court séjour privé. Aujourd'hui, nous sommes à 57 jours que le président a quitté Yaoundé pour Genève en Suisse. Et donc, les Camerounais sérieux, les Camerounais responsables qui ont choisi, qui ont jeté leur dévolu sur M. Biya, sont en droit de se demander où il est passé. Et ce n'est pas quand un Camerounais normal se demande où est passé Biya, ce n'est pas parce qu'il est contre le président Biya. Au contraire, c'est parce qu'il a confié son destin au président Biya qu'il veut savoir où se trouve le président. Et le président se trouve hors du pays. Et vous dites que le président est là. Vous, monsieur Ongene du RDPC là, vous dites c'est ça, votre RDPC là, il faut quand même avoir notre discours. Les gens n'aiment plus ce discours-là. RDPC, quand toi-même tu es... Non, je suis du RDPC, mais je suis du bon RDPC. Il y a le mauvais RDPC. Oui, le mauvais RDPC, c'est les Ongene qui viennent à la télé pour dire que le président est là. Mais monsieur Ongene, qu'est-ce qui vous coûte de dire que le président est à l'étranger? Vous dites que le président est là. Vous croyez que les gens qui nous regardent là, c'est des imbéciles? Les gens là savent que le président est à l'étranger. Le président n'est pas là. Même quand vous signez un décret là, que fait à Yaoundé, est-ce que c'est honnête? Fait à Yaoundé. Le décret est fait à Yaoundé. Le président, moi j'ai vu le président dans une photo hier, à Genève, il est bien portant, il est très très en forme d'ailleurs, une photo avec sa première, avec la première dame et le ministre directeur du cabinet civil. Il recevait un opérateur économique, je crois, de nationalité française. Le président est là. Il est là, moi je ne sais pas pourquoi la CRTV, le Tam-Tam national ne nous relaie pas ces images, parce que ces images aussi également vont rassurer les Camerounais pour ce qui est de leur président. Parfois ici, vous voyez nos dirigeants passent le temps à répondre
quand Jeune Afrique a déjà parlé. Mais quand mon journal La Vitrine fait des révélations pertinentes dans ses colonnes, non, personne au Cameroun ne prend ça au sérieux. J'estime que la vitrine ne représente rien. La vitrine, c'est quoi ça? Il dit quoi? Il dit que c'est des gens qui ont fait, on va lui donner quelque chose, là, il va se calmer. L'affaire ici, dès que Jeune Afrique publie que le président a toussé, les gens font des réunions, ils vont venir répondre à Jeune Afrique, à François Soudan, ils font des réunions, tel ministre vient répondre. Donc moi, je voudrais vraiment insister sur votre thématique. Oui, je suis affirmatif. Ce débat s'impose, c'est un vrai débat, c'est un débat qui s'impose parce que les Camerounais qui ont fait confiance et qui font encore confiance à M. Biya comme moi, nous voulons savoir ce qu'il en est, où il en est et quand il va nous revenir. Merci, Renaud Boto. Il estime que c'est un vrai débat. Parfois, on vient de penser un faux débat, c'est même des fantasmes. Le président est là, il travaille. Entre-temps qu'au fond, les populations, on attend simplement quand le président reviendra. Je vois même certains membres du gouvernement en prenant la parole, qui sont un peu embarrassés, pour parler avec exactitude, mais qui finissent par vous dire que de toutes les façons, il revient bientôt. Ça revient comme Jésus. Quelqu'un disait que la meilleure opposition désormais au Cameroun se trouve dans le RDPC. Vous en avez vu l'illustration. C'est-à-dire que en absent le bon RDPC et le mauvais. Voilà, en l'absence de l'opposition, parce que parfois on vous a dit que l'opposition est absente et ce n'est pas faux. En l'absence donc de l'opposition, le RDPC lui-même occupe le terrain de l'opposition. Donc c'est un vrai débat hypocrite. C'est-à-dire que j'insiste sur le terme hypocrite, parce que nous sommes au Cameroun les champions de l'hypocrisie. Mon cher René vous a dit tout à l'heure pourquoi c'est un vrai débat. Monsieur Paul Biya a été élu le 12 octobre. D'ailleurs, il a prêté serment le 6 novembre. Nous sommes allés manger à la présidence. Je crois que vous étiez là avec moi, parfait. Le 6 novembre? Oui, le 6 novembre, vous n'étiez pas là. Okay, j'étais là le 20 mai. Ah, le 20 mai, oui, on s'est vu le 20 mai. Mais le 6 novembre, nous sommes allés manger. Le 6 novembre, c'était la fête du RDPC. Oui. Moi, je ne suis pas la prestation de serment. Oui. Voilà. Donc, en même temps aussi, la fête de l'accession de Paul Biya, et comme le RDPC occupe souvent tout le terrain, j'avais été exclu. Donc, vous voyez que on a célébré ce jour la victoire de M. Paul Biya à l'élection présidentielle comme président du Cameroun. Et en tant que tel, les Camerounais ont donc le droit de s'interroger sur sa présence et sur ses activités. C'est légitime, on ne peut pas le leur refuser. Sauf que M. Paul Biya est né le 13 février 1933, selon ce que nous savons. Et donc, lorsqu'on l'a élu en 2025, le 12 octobre, il avait 92 ans. S'il termine son mandat, il aura 99 ans. Donc, c'est un monsieur qui a un certain âge. Et lorsqu'on a un certain âge, on a besoin de temps de repos un peu plus long. Ça, c'est naturel. On a besoin de se soigner. On a besoin... Donc, ça fait que de venir mettre ce débat sur la table aujourd'hui, c'est un débat hypocrite parce qu'on savait qu'on avait élu quelqu'un d'âgé en 2025. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai débat, il est ailleurs. Le vrai débat peut se trouver au niveau du fait que le président de la République ait créé un poste de vice-président et que jusqu'à présent, il n'en a pas désigné un. Il y a peut-être des agitateurs qui, dans le sérail, et le DCC en a parlé, qui viennent nous mettre ce débat-là sur la table pour hâter la décision présidentielle de désigner... En se souvenant que le DCC n'est pas un agitateur. Non, voilà. C'est lui qui a porté cette parole présidentielle. Et cette parole apaise. Il a rassuré. Encore qu'il y a même un autre problème sous-jacent lorsqu'on analyse la cacophonie gouvernementale qu'on a eue autour de cette question. Cacophonie que moi j'estime... En est-on avec l'affaire du général? Non, l'affaire du général est arrivée comme, bien évidemment, comme ce que moi je considère comme étant une construction du buzz. C'est-à-dire que il y a des officines qui ont intérêt à nous concevoir... Un faux décret. Il y a des officines qui ont intérêt à nous concevoir donc des affaires qui ne sont pas très nécessaires pour occuper l'opinion publique. Et justement, cette cacophonie gouvernementale qu'on a observée, du général, faux débat. C'était un
c'est-à-dire que c'est pour occuper l'opinion publique. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que de plus en plus dans ce pays, qu'on l'appelle Cameroun, il y a deux entités qui se donnent des coups, hein, le vrai et le faux. C'est-à-dire, au vrai, on signe une affaire, quelqu'un met d'abord les loupes. Est-ce que le document-ci est vrai ou bien il est faux? Est-ce que c'est le président qui a signé le document-ci? Non, c'est pas le président, au gré des intérêts. Alors, sur le plan politique, est-ce qu'il n'y a pas des risques énormes? Non, mais on assiste à la théâtralisation de la scène politique au Cameroun, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un théâtre orchestré par des officines. Il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. Des officines ont orchestré donc cette théâtralisation-là pour que nous ayons de quoi bavader les dimanches, soit dans les plateaux de télévision ou alors les dimanches midi, tout simplement. Mais la réalité, elle est tout autre. Ce qui est certain, et l'aîné le disait tout à l'heure, le président Paul Biya a fait ce dribble-là. Il le fait depuis des années et c'est encore un dribble qui va encore remettre sur la table dans quelques jours quand il va rentrer au Cameroun. Les militants du RDPC vont aller l'accueillir à la RDPC ou l'un des deux RDPC va aller l'accueillir à l'aéroport et on va nous exalter comment l'homme il est magnifique. On dira encore, parler encore. Oui, parler encore, le président est de retour, etc. C'est la théâtralisation de la scène politique au Cameroun, tout simplement. Nous savons très bien que le président Paul Biya, il est allé en court séjour. Il est toujours court? On ne sait pas. Il est allé en court séjour. Il va revenir. Il va prendre les rênes de son pays comme d'habitude. Et il a ressorti le même dribble que par le passé. Il aime qu'on spécule sur sa mort. Il aime qu'on spécule sur le fait qu'il ne rentrera pas. Il aime bien ça. Et donc, il nous a encore entraînés dans ce dribble-là. Et nous avons encore pris un zolo, tout simplement. Alain Douk, est-ce qu'il n'est pas également temps pour nous autres Camerounais de nous appesantir sur des choses essentielles? Il y a Eric Achenko qui parlait déjà de l'état des routes. Est-ce que nous ne devons pas voir si tout le monde a de l'eau potable? Est-ce qu'on ne doit pas avoir comprendre un peu l'accès au concours administratif, le taux de chômage, la vie chère au niveau de nos marchés, que de passer des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines, des mois et des mois à parler de l'absence du chef de l'État? Mais qui a la responsabilité d'impulser tout ça dans un système hyper présidentialiste? Et tu vois que immédiatement tu dis le président de la République, et là, du coup, on consacre donc la pertinence d'un tel débat. Mais toutefois, est-ce que ceux qui pensent que c'est un faux débat ont forcément tort? Il a donné un argument de poids. Il dit, mais rien dans le droit positif camerounais n'encadre la durée des séjours du président de la République. Et je dis, parfait, ton homonyme, je suis d'accord avec lui à ce niveau-là. Il y a un autre argument, ben écoute, vous le savez, tout au long du septennat passé, on a vu plusieurs Camerounais qui décriaient cette espèce de transparence, d'invisibilité, d'absence du président de la République. Donc on finit par avoir une terminologie bien particulière qui disait que nous sommes gouvernés par une photo. Donc la question c'est, même quand il est présent physiquement au pays, est-ce qu'il est présent? Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez alors? Non, lorsque le président est au pays, vous dites que vous ne le voyez pas. Le président va donc vraiment physiquement en Suisse. Vous dites encore que vous avez besoin du président. J'en viens parfait. Les Camerounais veulent finalement la question c'est, est-ce que c'est un vrai ou faux débat? Donc je suis en train de nourrir le camp de ceux qui disent que c'est un faux débat. Quand il est présent, on ne le voit pas. Donc du coup, lorsqu'il passe tout ce temps, 57 jours à Genève, ou je sais pas moi où, on a d'ailleurs commencé par donner une destination floue, on a dit l'Europe. Bon, du coup, qu'est-ce que ça change? Le pays fonctionne comme d'habitude, puisque même quand il est là, on ne sait pas qu'il est là. Il a tenu le conseil de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature entre-temps. Il y a beaucoup de dossiers là où on s'attendait à ce que le président réagisse et qui étaient des dossiers prégnants, mais il ne l'a pas fait. Donc, quelle différence y a-t-il finalement qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit là? On fonctionne toujours dans cette espèce de mode pilote automatique. Ben voilà, on pourrait leur donner raison. Moi, je dis que c'est un monsieur quand même, vous allez aller vérifier ça, 2006-2009, le président de la République de notre pays a passé un tiers de l'année à l'étranger. Donc on devrait être accoutumé aux absences du monsieur. Sur l'ensemble de son magistère, 44 ans de pouvoir, on vous dit que le monsieur a passé pour ce genre de séjour à l'étranger dans les 6-7 ans. C'est quand même énorme. C'est un monsieur qui est quand même en mode repos le plus clair du temps. Donc, non, du coup, là, certains qui communiquent pour le chemin. On va vérifier, tu vas voir, c'est dans le monde.
on fait comprendre que le président travaille partout où il fait. Je veux vous dire qu'il a reçu quelqu'un en audience hier. Je le dis pourquoi parfait, parce que dans le monde, vous allez constater que personne ne fait comme ça, ne gouverne de cette façon-là. Notre président est illustre avec cette façon de gouverner. Donc c'est pour donner raison à ceux qui disent « Ah, c'est un faux débat », puisque nous avons toujours fonctionné comme ça. Voilà le problème. Bien, maintenant, laissons d'abord ça, et je reviens donc sur l'autre pan. Pourquoi c'est un vrai débat? Mais écoutez les amis, c'est un vrai débat pour faire provision sur l'avenir. Pour que dans l'avenir, on n'ait plus ça. Parce que moi, je suis en train de voir le symptôme de cette ingénierie, de l'absence de reddition de compte ou de quoi que ce soit. On a un système où nous avons divinisé, sacralisé, mis la fonction présidentielle sur un piédestal qui veut que le président est une quasi-divinité, il n'a de compte à rendre à personne. Les gens vous ont dit qu'il est en congé. Ben écoutez, les amis, ne répondent pas au code du travail, son profil ne répond pas au profil du code du travail, non plus à celui de la fonction publique. Ça veut dire quoi? Il est classé parmi les fonctions électives. Si on l'a élu, il doit des comptes à minima à ceux qui l'ont élu. Quel est parti là? Il a donné des explications sur ce qu'il allait faire à ceux qui l'ont élu. Vous l'avez élu, vous? Ok. Mais le compte est secret. Vraiment, écoutez, bien Camerounais, qu'est-ce que vous en savez? La majorité j'ai la certitude que les 53% qui ont réellement voté le président Non, tu ne vas pas parler de voter. n'étaient pas là. Ne s'agit pas. Laisse d'abord. Pose pas ce type de questions. Laisse d'abord la fin. Ce sont les 30, je crois, les 47% restants qui effectivement, ce 47 qui s'organisent pour diaboliser l'action présidentielle. On va le subir de facto. Finalement, notre président doit apprendre le fait qu'il doit rendre des comptes. Tu comprends ça? C'est tout. C'est-à-dire que mais c'est incroyable. Tu te déplaces, on ne sait pas pourquoi tu te déplaces, il y a tout un mystère. Qui le paye? Il fait comme si, en fait, c'était pas le contribuable camerounais qui le payait et il n'a donc aucun compte à rendre à personne. Merci. C'est très dangereux ça. Merci Alain Douk. Bon, parfait, je sors par là parce qu'on a Sortons rapidement. C'est très important. Bon, quand on travaille, vous savez que la communication est fondamentale, notamment dans la fonction politique. Les amis, tu es en train de travailler, d'après ce que ces turiféraires disent. Mais on doit voir de temps à autre le tam-tam de la République en train de nous envoyer des éléments qui démontrent au moins que même s'il a fait 50 Vous n'oubliez pas que le président, l'une de ses forces, c'est également la discrétion. La discrétion. Et donc ça donne lieu à toute forme de supputation. D'autres qui disent qu'il est déjà en chaise roulante. Puisque ceux qui communiquent pour le chef de l'État, je vous ai parlé tout à l'heure du directeur du cabinet civil. Oui. C'est lui le communicateur en chef du chef de l'État. Il vous a rassuré à travers un texte en vous disant tout va bien, le chef de l'État travaille. Mais vous n'y croyez pas. Bon, parfait, moi je te réponds personnellement. En règle générale, alors, dès que le gouvernement dit quelque chose, le premier réflexe, je me pose d'abord. Je ne crois pas. Pourquoi? Non, c'est quand j'aurai suffisamment d'éléments qui, après le coupement, qui me permettent de valider le discours du gouvernement. C'est là où je vais. C'est là où je vais. C'est des fonctions politiciennes et la politique est portée par le mensonge le plus clair du temps, de façon dans la praxis. Bon, moi je vais poser une question à Parfait Guinée. Oui. Je vous disais tout à l'heure que moi, ce pays m'inquiète déjà. Parce que nous doutons de tout. C'est-à-dire que le DCC prend la parole. Il vous dit. Il vous donne l'information officielle. Et Alain Douk lui il est dans une posture que lui doit avoir de tout. Oui, voilà, je réponds rapidement à votre question pour vous dire effectivement, il se trouve qu'il existe effectivement un courant de pensée au sein du RDPC qui est déjà opposé même au président. Ah, nous avons eu l'illustration. Ce courant de pensée est effectivement conduit par des camarades comme Bernard sur le plateau. Nous sommes au sein du RDPC, les militants authentiques, nous savons que le président Paul Biya est un sage. Quand il se retire, c'est pour penser les affaires de la nation, parce qu'il veut repositionner la nation sur orbite, tel dans ses promesses. Nous ne pensons pas qu'il le fait sciemment pour s'éloigner et pour mettre en mal le pays. Nous pensons qu'il y va pour apporter des solutions plausibles et nous les attendons. Maintenant, il y a ce courant de pensée des gens qui veulent accélérer la sortie des pistes du président de la République, qui veulent accélérer sa retraite politique,
qui pense qu'il doit rentrer. Vous savez pourquoi les Bernard veulent qu'il revienne, estiment qu'il n'est pas là, et ainsi de suite? Non. Les Bernard veulent qu'il nomme un vice-président. Ah bon? Les Bernard veulent qu'il nomme un ministre. Les Bernard veulent qu'il nomme des femmes et des jeunes. Dans quelle perspective? Écoutez, permettez d'abord, je parle à Bernard. Dans quelle perspective? Dans la perspective, effectivement, d'accélérer le calendrier politique parce qu'ils veulent effacer déjà le visage du président. Mais nous autres, RDPC authentique, nous pensons que le président a tout son temps pour gouverner avec sa sagesse, son doigté habituel. Lorsqu'il dit que le président ne rend pas compte, qu'il a parlé de reddition, ainsi de suite là, je lui dis, mais vous avez suivi le discours du vice-premier ministre, le camarade Jean Côté, au palais des congrès? Mais le président de la République ne fait que ça. Remercier les populations et au-delà des remerciements, repositionner. Écoutez. Depuis toutes ces années. Je vais vous dire comme les médecins disent souvent. Bon, autre chose. Attendez, je vais vous dire, pas comme les médecins répondent souvent. La santé n'a pas de prix. Il n'y a pas un coût pour refaire fonctionner une présidence de la République dans le monde. Il n'y a pas de coût. Merci. Ce sont parfois les moyens qui font défaut pour les gens, disons les messages. Ceux qui nous dirigent. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait, ici, c'est un message qui vient de l'Espagne, hein, sur le plus 34. Parfois, ici, j'aimerais que le représentant de RDPC nous explique encore une fois. Je suis complètement perdu. Comment un président peut-il être à la fois présent et absent? J'ai sursauté de mon siège lorsqu'il a affirmé que le président est bel et bien au Cameroun. Je ne trouve même pas les mots pour qualifier une telle gymnastique. En tout cas, je vous souhaite une excellente émission. C'est Timmy et depuis Barcelone. Lequel représentant? On a deux RDPC ici. Alors, d'autres messages. Hein? Bonjour, parfait, et à tout votre panel. De grâce, n'invitez plus l'autre parfait, on gagne là, sur le plateau. Voilà. Il va nous faire baisser. Comment il peut se placer devant les gens et dire à Mondo Vision que le président est au Cameroun? Sommes-nous déjà tous aveuglés? Ce sont les gens comme ça qui énervent la population. On souffre déjà assez comme ça au pays. Lequel cherche son couloir tranquillement, sans énerver les gens, même pas honte. C'est d'Archeville, de Yaoundé. Salut à tous les mêmes, à tous les quoi de l'OJPP. L'OJPP, c'est quoi? Je vous amène 250 ans. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Rwanda. Voici ce que le téléspectateur du Rwanda dit. Bonjour parfait et à l'illustre panel. Sincèrement, concernant le sujet de l'absence du président Paul Biya, est-ce un vrai ou un faux débat? Moi, je retiens une chose. Quand le président est au pays, les Camerounais demandent qu'elle parte. Et quand il s'absente, les mêmes demandent qu'elle rentre. Et finalement, que voulons-nous? J'ai l'impression que la relation entre le président et les Camerounais ressemble à un amour toxique dans un couple. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur en direct sur Info TV? Bonjour à tous. Je ne pense pas que c'est un faux débat et non un vrai. Les Camerounais se sont habitués à cela. Le problème, c'est pourquoi son gouvernement fournit au peuple camerounais des communiqués divergents. L'autre dit qu'il est en court séjour, l'autre dit qu'il est en congé. On peut se moquer ainsi d'un peuple. C'est Mohamedou Bachirou, à partir de Marois, qui envoie ce message. Alain Douga insiste à coller un autre commentaire. Il a exactement une minute. Parfait. Quand vous voyez des puissances qui nous dépassent en tout point, économiquement, politiquement, technologiquement, limitées, Macron ne fait pas plus de 3 jours à l'étranger lorsqu'il fait un déplacement. Regardez Trump. Mais vous n'avez rien. Mais vous justifiez que non, une présidence, on ne doit pas limiter les moyens du président. Justement, grâce à vous, vous bénéficiez de l'argent, travaillez à la peine des Camerounais. Vous dites que le président Nicolas fait quoi? 104 jours à l'étranger. Non, mais il était malade. Boari était malade, monsieur. Mais il était malade. Vous avez le bilan. On a bien communiqué sur le fait que Boari était malade. Tout le monde le savait. Nous, on ne sait rien. Il faut faire les différences. Le directeur du cabinet civil a été clair, non, monsieur? Ce que je veux dire, moi, ton argument sur lequel on ne peut pas limiter les dépenses du président, c'est la démocratie, comme on est vigoureux là-dessus. Eric Achilcor, que faut-il faire en pareille circonstance? Écouter simplement et religieusement la communication gouvernementale ou rester dans un doute infini? On ne saurait rester dans un doute infini. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande erreur, c'est de penser qu'on a le temps. Parce que le temps est quelque chose qu'on ne peut pas cerner et qu'on ne peut pas tenir. Le temps, c'est quelque chose qu'on ignore
et qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire quoi? Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, faites-le, ne le remettez pas à demain. La maladie et tout ce qui va avec sont des choses normales. Tout à fait. On parle quand même d'une haute fonction. Il y a eu élection, il y a eu des gens. La fonction présidentielle exige qu'on rende des comptes et qu'on communique. Et les Camerounais, même par amour, ce n'est pas seulement dans la perspective de s'opposer. Par amour, par empathie, ils aimeraient savoir où se trouve leur chef. Bonjour cher voisin, Kia Ongene. Non, Afam, tu exagères. Tu confortes certaines personnes dans la logique selon laquelle les jeunes n'ont pas d'ambition et ne sont pas prêts à diriger ce pays. Bernard Ayop, tu es un RDPiste vrai et objectif, mais j'ai bien peur qu'à cause des gens comme Ongene, tu ne sois jamais nommé. Perfecto, ton thème est un vrai débat, car il soulève les insuffisances de notre constitution. En passant à la suite du débat d'hier, on couvre un domaine au Wona, un Guinée, 1-0. On attend le match retour. À femme, il faut souligner que la présence du Nomgi au pays est comme un jour férié qui tombe un week-end. Saïd DiCaprio depuis Garoua. La présence du Nomgi au pays est comme un jour férié et qui tombe un week-end. Je ne comprends pas. Hein. Ça veut dire que c'est nul ou quoi? Oui. Bernard Ona, oui. Mais c'est exagéré, c'est excessif de parler de cette manière-là. Non. Non, c'est excessif. Il sait de quoi il parle. En fait, il voudrait dire qu'un jour férié, samedi est déjà un jour non ouvrable. Donc ça veut dire que si férié arrive un samedi, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc du coup, il dit qu'on doit penser qu'il faut avancer sans créer des débats, même qu'il soit faux ou vrai. Bon, je voulais dire un mot là, parfait rapidement aux camarades Ongene pour dire aux Camerounais qui nous regardent qu'il est important que le président nomme de nouvelles personnes aux fonctions comme il a promis le 6 novembre. En temps opportun. Le temps opportun là, c'est à son appréciation. Je suis d'accord. C'est le président qui nomme. Pouvoir discrétionnaire. Non, je suis donc en train de dire ceci. Le président a pris la parole solennellement le 6 novembre. Il a dit qu'il allait nommer un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Il a réitéré ça le 10 février et il a dit même qu'il allait nommer aussi des directeurs généraux. Et une étude du professeur Bioulé nous a dit qu'il y a 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints à nommer et 77 présidents de conseil d'administration. Le président a beaucoup de personnes à nommer. Et si vous remarquez bien, le gouvernement a été totalement, comment vous appelez ça, les gens n'ont pas travaillé depuis des mois. Comment ça? On interdit au ministre d'aller au ministère? Non, les ministres n'allaient même plus au travail. Et pourquoi? Quelques ministres qui avaient des fonctions régaliennes. On avait scellé le bureau? Non, parce que il y a 2 ou 3 semaines, le Premier ministre a signé un arrêté, un texte qui demandait au ministre d'être au travail à 9h et entre 9h et 21h30. Donc au travail. Oui, tous les ministres vont déjà au travail. Le président, il n'est pas au pays, n'est-ce pas Bernard? Le président n'est pas là. Des décrets et il oriente. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose venant d'un chef d'État? Nous voulons un nouveau gouvernement qui logiquement doit arriver à l'issue, au sortir de l'élection présidentielle du 12 octobre. Il faut un nouveau gouvernement. Vous savez que nous sommes fatigués de cette équipe qui ne fait pas grand-chose comme travail, comme rendement. Et tout le monde, même le président l'a dit, si le président a promis un nouveau gouvernement le 6 novembre, c'est parce qu'il sait pertinemment que les Camerounais attendent de nouveaux visages, de nouvelles femmes, de nouveaux jeunes pour changer la il utilise une expression légèrement vulgaire au pays. Il me dit que le président bonjour parfait, notre président Abouza, c'est tout. Bon, je sais pas si ça va dire. Parfait, Ongene. Il est important dans un débat comme celui-ci de rappeler à nos téléspectateurs que nous ne verrons pas jouer ici. C'est clair. Retenez que le président est une institution et qu'il incarne ces institutions et que son rôle c'est d'assurer la continuité de l'État. De ce point de vue, d'un point de vue du droit et de la Constitution, j'ai dit et j'affirme, il est présent au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas rupture de l'État. Maintenant, M. Paul Biya, qui est président de la République, est en court séjour privé et les raisons de ce court séjour privé ont été abondamment évoquées, soulignées
à la fois par le directeur du cabinet civil qui est avec lui au quotidien, mais également par le ministre de la Communication et d'autres acteurs politiques comme le ministre Grégoire Roner. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Et le reste, ce sont des fantasmés tels que vous voulez. On dira débat clos. Et parce que le débat est clos, on dira merci à Renaud Eboto, merci à Bernard, merci à notre ami Eric Achille, merci à Lino, merci à Parfait Ongene, RDPciste dans l'âme et biaïste jusqu'à la chevelure. Ce qui est aussi vrai, pas faux, c'est que la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que fait